all settled? Le président, est-ce que tout est bien réglé? Maître Jivanovic, Monsieur McCloskey, les autres? Ces documents sont... Tout est réglé? Monsieur McCloskey. Oui, Monsieur le Président. Avant d'oublier, je peux vous dire que Monsieur Van Der Puy a réexaminé la liste des documents Borov-Chanin et il n'y a aucune objection. Le Président, très bien, non. Y a-t-il très bien, y a-t-il des objections des autres? Non, très bien. Donc ces pièces sont versées au dossier. Maître Fauveau, avant de vous donner la parole, je vous rappelle que vous avez effectivement fait une requête aujourd'hui même pour rajouter votre liste 65 terres. En ce qui concerne la communication de pièces vidéo et de vidéogrammes qui auraient un rapport avec le témoin pour lundi prochain, y a-t-il des objections, Monsieur McCloskey? Voulez-vous prendre un peu plus de temps? Monsieur McCloskey, pas d'objection. Le président, des objections des autres? Je n'en vois aucune. La requête est accordée. Bien. Maître Fauveau, combien de temps pensez-vous? Tellement aujourd'hui, mais je pense que j'irai jusqu'à la fin. Okay. Peut-être quelques minutes avant. Monsieur le Président, Madame, Monsieur le juge, ce procès est initié par le procureur et c'est donc au procureur de rapporter les preuves de ces allégations. La défense n'a pas d'obligation d'apporter des preuves. L'innocence d'un accusé, en l'occurrence du général Miletic, est toujours présumée. Elle n'a pas à être prouvée. La défense du général Miletic a toutefois choisi de présenter des preuves afin d'apporter une contribution dans la recherche de la vérité. Ces preuves permettront de confirmer d'une façon évidente l'innocence du général Miletic. La responsabilité pénale est toujours individuelle et personnelle. Aucune responsabilité ne peut reposer sur les seuls faits d'appartenance au peuple serbe et à l'armée de la Republika Srpska. L'appartenance à l'armée de la Republika Srpska, le rang de général et la fonction, quelle qu'elle soit, ne suffisent pas pour établir la responsabilité d'une personne. Il faut encore que le procureur apporte des preuves au-delà de tout doute raisonnable que l'accusé a commis des actes criminels avec l'intention criminelle de les commettre. S'agissant du général Miletic, nous considérons que de telles preuves n'existent pas. Nous allons donc démontrer que le général Miletic n'avait pas d'intention criminelle et qu'il n'a pas commis d'actes pouvant être caractérisés comme criminels. Ce procès est un procès dans lequel l'entreprise criminelle commune est alléguée. Une construction assez précieuse pour le procureur, mais particulièrement dangereuse pour la justice, car elle présente le risque de confondre les innocents avec les coupables. Afin d'éviter ce piège, il faudra apprécier les preuves avec une attention particulière. En effet, les liens et les contacts entre différentes personnes ne signifient pas en soi que ces personnes appartiennent à une entreprise criminelle commune. Dans cette affaire, un lien évident existe entre les différentes unités et les différentes personnes, entre l'état-major principal de l'armée de la Republika Srpska, les corps subordonnés, y compris le corps de Drina, et ensuite les brigades subordonnées au corps. Mais ce seul lien ne peut aboutir à démontrer l'existence de l'entreprise criminelle commune. Il s'agit de l'organisation structurelle de l'armée et de la chaîne du commandement. Le seul fait que les personnes communiquent qu'ils sont en contact ne permet pas l'établissement de l'entreprise criminelle commune. Ainsi, lorsqu'un officier du corps de Drina ou d'une autre unité contacte le général Miletic afin d'obtenir une information, cela ne signifie pas que le général Miletic participe à une entreprise criminelle commune. Cela signifie tout simplement qu'il est à son poste du travail.
L'intention criminelle du général Miletic ne peut découler du seul fait que le général Miletic a été contacté. Ce qui doit être recherché dans une telle situation, c'est ce que le général Miletic a dit et ce qu'il a fait. Les actes du général Miletic, et seulement ces actes et son intention sont importants dans l'établissement de sa responsabilité. En aucun cas, il ne peut et ne doit répondre des actes qui auraient été commis par une autre personne. De nombreuses preuves circonstancielles et indirectes ont été présentées dans cette affaire. Nous démontrerons que pour ces documents, ces témoignages et preuves apportés par le procureur, des conclusions tout autres que celles qui ont été tirées par le procureur, les conclusions bien plus plausibles et raisonnables s'imposent. Qu'est-ce que le procureur reproche au général Miletic? Au terme du paragraphe 75 de l'acte d'accusation, il lui reproche principalement d'avoir rendu la vie insupportable aux habitants de l'enclave, et ceci par la rédaction de la directive numéro 7, une directive signée par le président Karadzic, et d'avoir participé et contribué à la mise en œuvre de la politique formulée dans la directive numéro 7, qui était de restreindre l'aide humanitaire à la population musulmane de Srebrenica et Jepa. Il lui reproche ensuite d'avoir voulu vaincre militairement les forces musulmanes, un objectif plus que légitime dans une guerre, et d'avoir contrôlé le déplacement de la population musulmane hors des enclaves. Le fondement principal de ces allégations est la fonction que le général Miletic aurait exercée en 1995 au sein de l'armée de la Republika Srpska. Nous ne sommes pas tout à fait d'accord avec le procureur sur les fonctions que le général Miletic a réellement exercées en 1995, mais je répète, car c'est important, le poste occupé par le général Miletic, quel qu'il soit, ne suffit pas à établir la responsabilité criminelle. Il faut encore prouver l'intention criminelle de la personne et les agissements qui, inscrits dans cette intention criminelle, auraient contribué à la commission des actes criminels. Afin de réfuter les allégations du procureur, nous allons préciser la fonction qui a été réellement exercée par le général Miletic en 1995, le rôle du général Miletic dans la rédaction de la directive numéro 7, les raisons justifiant la politique de l'armée de la Republika Srpska relative au passage des convois humanitaires, la procédure d'octroi des autorisations des convois humanitaires, ainsi que le rôle du général Miletic concernant l'aide humanitaire, et la situation générale dans la zone du corps de Drina au printemps et lors de l'été 1995, ainsi que le rôle du général Miletic dans les événements qui se sont produits en juillet 1995 dans la région de Srebrenica et Jepa. Le procureur allègue que le général Miletic représentait le général Milovanovic en son absence et que cette représentation couvrait une grande partie de l'année 1995. Le procureur est cependant resté très vague sur la période exacte pendant laquelle le général Milovanovic était absent. Nous avons intention de prouver que dans le premier semestre de l'année 1995, le général Milovanovic était bien présent dans le quartier général de l'état-major de l'armée de la Republika Srpska à Crna Rijeka. Nous avons aussi l'intention de prouver que pendant cette période, lorsqu'il n'était pas à Crna Rijeka, le général Milovanovic n'était pas en Bosnie occidentale, mais justement dans la zone du corps de Drina. Un poste du commandement avancé a été créé à Zvornik. Le général Milovanovic s'y est rendu brièvement, mais il y était suffisamment pour pouvoir connaître la situation dans cette région bien mieux que le général Miletic qui demeurait à Crna Rijeka. Nous apporterons également les preuves concernant la fonction exacte et le rôle joué par le général Miletic au sein de l'état-major principal de l'armée de la Republika Srpska en l'absence du général Milovanovic. Nous ne nions pas que le général Miletic était le chef de l'administration en charge des affaires opérationnelles et de l'éducation.
qui est un organe au sein de l'état-major du quartier général de l'armée de la Republika Srpska. Mais nous vous démontrerons que dans l'exercice de cette fonction, contrairement aux allégations du procureur lors de sa déclaration liminaire, il n'était pas impliqué dans les opérations militaires des corps et des brigades. Les corps et les brigades ont leur propre officier en charge des affaires opérationnelles qui s'occupe de ces opérations. Nous avons l'intention d'apporter les preuves de la manière dont les opérations sont planifiées et menées sur les différents niveaux hiérarchiques de l'armée de la Republika Srpska et nous espérons démontrer que le général Miletić n'a pas dû être et n'a pas été impliqué dans les activités militaires menées au niveau tactique et opérationnel et qu'il n'était pas impliqué dans les activités de l'armée de la Republika Srpska à Srebrenica et Žepa. Nous démontrerons que le général Miletić avait d'autres obligations au sein de l'état-major de l'armée de la Republika Srpska et que même s'il voulait, il ne pouvait couvrir toutes les opérations qui ont été menées par chaque corps, par chaque brigade, sur n'importe quel front de la Republika Srpska. Le procureur a tenté de vous persuader qu'en l'absence du général Milovanović, le général Miletić le représentait. Nous ne nions pas qu'en absence du général Milovanović, le général Miletić le remplaçait au sein de l'état-major, mais je tiens à souligner au sein de l'état-major et non pas au sein du commandement de l'état-major principal de l'armée de la Republika Srpska. La distinction entre l'état-major et le commandement est importante et ne doit pas être oubliée, et nous apporterons des preuves qui éclaireront l'organisation et la structure de l'état-major principal pour qu'il n'y ait pas de confusion entre le commandement et l'état-major, et pour qu'il soit clair où et dans quelle fonction le général Miletić pouvait remplacer le général Milovanović. Nous avons l'intention de démontrer aussi que les fonctions du général Milovanović au sein du commandement de l'état-major de l'armée de la Republika Srpska n'ont jamais cessé, même lorsqu'il était en Bosnie occidentale. En effet, lorsque le général Milovanović n'était pas en mesure d'accomplir certaines tâches qui lui incombaient au sein du commandement, celles-ci, à la différence des tâches inhérentes à l'état-major, n'étaient pas transférées au général Miletić, mais étaient attribuées aux autres généraux de l'état-major principal de l'armée de la Republika Srpska, certaines ayant été reprises par le général Mladić directement. D'après l'acte d'accusation, la directive numéro 7 marque le début de l'entreprise criminelle commune à laquelle le général Miletić aurait appartenu. Nous présenterons les preuves concernant la directive numéro 7 et nous ferons valoir que cette directive est tout d'abord une directive, un acte militaire légitime en soi. Nous ne nions pas la participation du général Miletić à la rédaction de cette directive, ou plus précisément à sa mise en forme. Nous démontrerons que la mise en forme de cette directive, comme la mise en forme de toute directive et de tout acte militaire de ce type, est le travail habituel de l'officier en charge des affaires opérationnelles. Nous présenterons donc les preuves concernant le fonctionnement de l'état-major principal de l'armée de la Republika Srpska et la prise de décision au sein de son commandement. Vous entendrez le général Massal qui a rédigé la directive numéro 9 et qui expliquera comment une directive, un ordre ou n'importe quelle décision militaire est conçue, rédigée et mise en forme. Nous espérons que ces preuves démontreront quel était le rôle exact du général Miletić dans la rédaction de la directive numéro 7. En précisant le rôle exact du général Miletić dans la rédaction de la directive 7, nous espérons démontrer qu'aucune preuve n'existe attestant que le général Miletić a écrit la fameuse phrase de cette directive qui est incriminée dans l'acte d'accusation. Cette directive n'est pas une directive du général Miletić.
Elle est un acte du commandant suprême, du président Karadzic. Et si le procureur veut rendre le général Miletic responsable de cette phrase, il doit prouver que le général Miletic l'a écrite. Cette phrase particulière doit être attribuée au général Miletic au-delà de tout doute raisonnable. Or, nous entendons démontrer qu'il n'existe aucune preuve que cette phrase incriminée a été conçue ou écrite par le général Miletic. Pourquoi sommes-nous si sûrs que le général Miletic n'a pas écrit cette phrase? Eh bien, nous nous reposons sur les preuves déjà présentées et celles que nous présenterons. Comme je l'ai indiqué précédemment, les allégations du procureur sont uniquement fondées sur la fonction du général Miletic, qui, en absence du général Milovanovic, aurait été son représentant. Et de ce fait, il aurait été le conseiller principal du général Mladic. Cependant, le procureur n'a jamais indiqué où le général Milovanovic était en février-mars 1995, c'est-à-dire pendant la période où la directive numéro 7 a été rédigée. Nous prouverons que le général Milovanovic, dans cette période, était à son poste du chef de l'état-major de l'armée de la Republika Srpska, dans l'état-major de cette armée. Il n'était pas sur le poste du commandement avancé quelque part en Bosnie occidentale, il était bien au quartier général à Crna Rijeka. Vous avez pu constater préalablement que c'était le général Milovanovic qui avait signé la lettre de transmission qui a accompagné l'envoi de la directive numéro 7 au premier corps de Krajina. Nous vous présenterons des preuves que le général Milovanovic n'a pas seulement transmis la directive numéro 7 au premier corps de Krajina, mais aux autres corps aussi. Il a signé personnellement la lettre de transmission de cette directive au corps de Sarajevo et au corps de Herzégovine et au corps de Drina aussi. Vous allez entendre que la veille de l'envoi de la directive numéro 7 aux unités subordonnées, le général Milovanovic a participé à une longue réunion avec le président Karadzic. Au moment de l'élaboration de la directive numéro 7, en février-mars 1995, le général Milovanovic était bien dans l'état-major principal à Crna Rijeka. Il exerçait pleinement ses fonctions du chef de l'état-major de l'armée de la Republika Srpska. Il était disponible pour conseiller le général Mladic et pour apporter sa contribution à la fameuse directive. Nous nous pencherons également sur ce qui a mené à la rédaction de la directive numéro 7. Et nous vous démontrerons que fin janvier 1995, l'armée de la Republika Srpska tenait sa réunion annuelle, durant laquelle les commandants des corps ont proposé des tâches qu'ils considéraient pouvoir et devoir exécuter en 1995. Vous entendrez que le président Karadzic participait à cette réunion et a formulé les tâches de l'armée. Nous ne remettons pas en cause que c'est à l'officier en charge des opérations de mettre en forme la directive qui a été formulée par le commandant et ses collaborateurs. En revanche, nous démontrerons qu'une fois le texte de la directive rédigé, le président, le commandant suprême, le signataire de la directive peut apporter au texte préparé les dernières corrections et modifications. La phrase incriminée dans l'acte d'accusation pourrait tout à fait se trouver parmi les modifications qui ont été apportées par le président Karadzic. Nous avons tous entendu le général Milovanovic dire qu'il ne se souvenait pas de la directive numéro 7, même qu'il n'en avait pas eu de connaissance. Nous vous montrerons les ordres signés par le général Milovanovic dans lesquels la directive 7 est mentionnée. Les ordres qui sont en effet une élaboration des directives numéro 7 et 7.1. Il ne s'agit pas des ordres qui portent simplement le nom du général Milovanovic, mais des ordres qu'il a signés personnellement. Nous apporterons les preuves que les directives ultérieures, les directives numéro 8 et 9, qui concernent principalement le front de la Bosnie occidentale, le front dont en juillet et août 1995 le général Milovanovic était responsable, se réfèrent à la directive numéro 7 et nous démontrerons qu'il est impensable que le général Milovanovic n'a pas eu de connaissance de la directive numéro 7.
Nous démontrerons aussi qu'en avril et mai 1995, le général Milovanovic suivait sur le terrain l'exécution des tâches qu'il avait lui-même confiées au corps de la Bosnie orientale et au corps de Drina. Ces tâches, notamment l'opération Sprecha, découlaient directement de la directive numéro 7 et 7.1 et ont été élaborées dans les ordres que j'ai mentionnés précédemment. Le général Simic, à l'époque le commandant du corps de la Bosnie orientale, parlera de l'opération Sprecha, l'opération prévue dans la directive numéro 7. Le général Simic expliquera aussi le rôle des officiers de l'état-major principal dans cette opération. Pourquoi j'évoque autant le général Milovanovic? Pour une simple raison que la preuve majeure de la responsabilité du général Miletic offerte par le procureur est justement l'absence alléguée du général Milovanovic et les fonctions que le général Miletic aurait exercées en son absence. Nous démontrerons que cette allégation, concernant la période de la rédaction de la directive et ensuite jusqu'au début juin, est erronée. Pour éviter toute erreur d'interprétation, nous tenons à souligner que la défense du général Miletic ne considère pas que le général Milovanovic est responsable de quoi que ce soit. Nous souhaitons simplement démontrer que le général Miletic, en tant que subordonné du général Milovanovic, ne peut en aucun cas porter la responsabilité pour les actes et les décisions prises à cette époque au sein de l'état-major principal de l'armée de la Republika Srpska. Parlons maintenant de l'aide humanitaire. Nous ne nions pas que la situation humanitaire à Srebrenica était difficile. Nous ne nions pas que les contrôles étaient imposés aux convois humanitaires et que certaines restrictions existaient. En revanche, nous ne sommes pas convaincus que la situation humanitaire dans les enclaves était la conséquence de ces contrôles et ces restrictions. Par ailleurs, nous nions le lien entre la directive numéro 7 et la politique envers les convois humanitaires. Nous nions aussi l'existence d'une politique particulière de l'armée de la Republika Srpska mise en place pour l'aide humanitaire destinée à Srebrenica et Jepa. Et nous nions surtout les allégations du procureur selon lesquelles le général Miletic aurait eu un rôle central dans cette politique envers les convois de l'aide humanitaire. Le passage de l'aide humanitaire n'est pas un droit absolu pouvant s'exercer sans règles et contrôle. Le passage de l'aide humanitaire par le territoire d'une partie au conflit à destination de la population civile de l'autre partie au conflit est soumis à des règles strictes. Il ne s'agit pas de règles internes de la Republika Srpska, mais de normes internationales issues des conventions de Genève. Avant de pouvoir établir une politique de restriction de l'aide humanitaire qui aurait été mise en place afin de rendre la vie de la population intenable, il faut d'abord établir que l'aide humanitaire qui a fait l'objet de restrictions était bien conforme aux prescriptions du droit international humanitaire, qu'elle était destinée à la population civile et effectivement utilisée par celle-ci. Nous allons démontrer, afin qu'aucun doute ne puisse subsister, que les autorités de la Bosnie-Herzégovine faisaient tout pour entretenir une situation humanitaire difficile dans les enclaves. Que les convois supposés transporter l'aide humanitaire transportaient en réalité de la munition et des armes, et que l'aide humanitaire était utilisée pour les besoins de l'armée de la Bosnie-Herzégovine. Le capitaine Novakovic, officier du corps de Drina, ainsi que Mile Maksimovic, officier de la brigade de Zvornik, en témoigneront. Le contrôle de l'aide humanitaire est un droit de la partie au conflit qui laisse passer par son territoire l'aide humanitaire destinée à l'autre partie en conflit. Dans le cas où les convois de l'aide humanitaire sont utilisés pour le transport de marchandises illégales, la partie qui autorise le passage des convois sur son territoire a le droit de restreindre l'aide humanitaire et même de la supprimer dans certaines situations extrêmes.
Nous démontrons que les autorités de la Republika Srpska avaient toutes les raisons légitimes de supprimer ces convois, mais ils ne l'ont pas fait. En revanche, ils ont tenté de faire respecter certaines règles, les règles qui en tout cas auraient dû être respectées. Nous espérons démontrer que la politique des autorités serbes envers les convois humanitaires était la conséquence de la nature de marchandises transportées par les convois et de l'utilisation abusive qui en a été faite par les autorités de Bosnie-Herzégovine. L'utilisation qui était tout autre que celle à laquelle l'aide humanitaire aurait dû être destinée. Vous avez déjà eu l'occasion de voir les preuves que les convois d'humanitaire transportaient les armes et la munition. Nous allons vous démontrer aussi que l'aide humanitaire proprement dite finissait souvent dans les dépôts de l'armée de la Bosnie-Herzégovine. Au lieu d'être distribuée à la population civile, elle était distribuée aux unités militaires de l'armée de la Bosnie-Herzégovine. Concernant les restrictions de l'aide humanitaire en 1995 par les autorités serbes de Bosnie, nous savons que le procureur soutient la thèse que ces restrictions étaient la conséquence directe de la directive numéro 7. Nous allons vous montrer que les restrictions de l'aide humanitaire étaient bien antérieures. Pour les raisons que je viens d'exposer, elles étaient appliquées depuis le début de la guerre. Aucun changement particulier n'a intervenu dans la politique de l'armée de la Republika Srpska concernant l'aide humanitaire après la directive numéro 7. Nous vous montrerons que la situation en mars, avril, mai 1995 n'a pas été différente de celle qui existait en février et janvier 1995. Elle n'était pas différente de celle qui existait en 1994. Nous démontrerons que dans la période qui a suivi la directive numéro 7, la quantité de l'aide humanitaire mensuelle arrivée dans les enclaves Srebrenica et Jepa était globalement la même que celle qui arrivait avant cette directive et que les quantités de l'aide humanitaire arrivée dans les enclaves en avril et mai 1995 correspondaient aux quantités que les enclaves avaient reçues en avril et mai 1994. Nous vous montrerons que le transport de certaines marchandises était toujours interdit et limité, et que ces restrictions n'avaient aucun rapport avec les activités militaires qui ont eu lieu en Bosnie orientale en juillet 1995, ou avec la directive numéro 7 et la volonté alléguée de rendre la vie à la population civile insupportable. Ces restrictions étaient communes à tous les fronts et étaient déterminées par les raisons militaires absolument compréhensibles. Le transport des appareils photo et des caméras vidéo était généralement interdit par des raisons évidentes. Aucune armée, même en temps de paix, ne permet que ses unités ou son équipement soient filmés ou photographiés. Le passage du carburant était limité aussi depuis le début de la guerre. Vous entendrez que les convois humanitaires passaient toujours plus difficilement lorsque les relations entre les autorités de la Republika Srpska et la force PRONU étaient tendues. Vous entendrez aussi qu'avant la directive numéro 7, ces relations connaissaient des périodes extrêmement difficiles où le passage de l'aide humanitaire était bien plus limité que dans la période suivant la directive numéro 7 et que dans la période avant, ce passage était parfois complètement suspendu. Nous allons démontrer que les restrictions imposées aux convois ne sont nullement liées à la directive numéro 7 et qu'il n'existait aucune politique spécifique au passage de l'aide humanitaire vers les enclaves de la Bosnie orientale. Tout au contraire, nous présenterons des preuves que les enclaves de Bosnie orientale étaient en 1995 mieux approvisionnées que les autres endroits. Finalement, nous parlerons du rôle du général Miletic vis-à-vis de l'aide humanitaire. Le procureur a fait admettre au dossier les documents envoyés aux unités subordonnées qui portent le nom du général Miletic, en offrant une explication simpliste de ces documents
sans aucune référence à la procédure appliquée aux convois humanitaires mise en place bien avant la directive numéro 7 par les autorités civiles et militaires de la Republika Srpska. Nous nous attacherons à préciser la nature de ces documents particuliers ainsi que les informations qui étaient envoyées aux unités subordonnées. Nous préciserons également toute la procédure qui précède l'envoi de ces documents portant le nom du général Miletic. Vous entendrez que ces documents constituent une sorte de laissez-passer pour les convois et que sans eux, aucun convoi ne pouvait passer. En réalité, ce qui importe, ce sont les décisions qui ont été prises en amont, les décisions générales concernant les conditions de passage des convois et les décisions particulières concernant le passage des convois individuels et déterminant la marchandise qui pouvait être transportée. Dans le cadre de ce procès, personne n'a jamais expliqué où et comment et par qui ces décisions étaient prises. Bien que la défense n'ait pas d'obligation d'apporter des preuves d'innocence, nous allons expliquer cette procédure afin d'assister la Chambre dans la compréhension de la procédure d'octroi d'autorisation pour les convois humanitaires. Connaissance de cette procédure est essentielle car elle permettra de comprendre le rôle du général Miletic dans la problématique des convois humanitaires. Le témoin Kralj, officier de l'état-major, qui travaillait sous les ordres du colonel Djurdjic, ce dernier ayant été l'officier en charge de l'aide humanitaire au sein de l'état-major principal de l'armée de la Republika Srpska et membre de l'organe de coordination en charge de l'aide humanitaire, essaiera d'expliquer qui prenait les décisions concernant le passage de l'aide humanitaire et comment ces décisions étaient prises. Un instant, s'il vous plaît. Qui est ce témoin, s'il vous plaît? Le dernier nom, s'il vous plaît, que vous avez cité. A-R-A-L-J. OK, thank you. Merci, Monsieur le Président. Vous avez entendu les généraux de la Fort Pronu, le général Smith et le général Nikolai, le commandant et le chef de l'état-major de la Fort Pronu en Bosnie-Herzégovine en 1995. Ils ont parlé tous les deux des réunions avec les autorités de la Republika Srpska, y compris avec les autorités militaires. Ils ont confirmé que pendant la période couverte par l'acte d'accusation, ils n'avaient pas eu l'occasion de rencontrer ou de contacter le général Miletic. Le général Miletic n'assistait pas aux réunions avec la Fort Pronu. Et il n'était pas le contact de la Fort Pronu au sein de l'état-major de l'armée de la Republika Srpska. Et nous démontrerons que la procédure relative aux convois et la politique générale concernant les convois étaient l'objet des discussions lors de ces réunions, organisées entre les représentants de l'armée de la Republika Srpska et les représentants de la Fort Pronu, réunions auxquelles le général Miletic ne participait pas. Vous vous êtes certainement déjà demandé comment se fait-il que ces deux généraux, le commandant et le chef de l'état-major de la Fort Pronu en Bosnie-Herzégovine, ne connaissaient pas le général Miletic, l'homme qui, selon le paragraphe 51 de l'acte d'accusation, aurait joué un rôle central dans la restriction de l'aide humanitaire. Une partie de la réponse se trouve déjà dans le dossier. Le général Nikolai a expliqué que lorsqu'une question se posait, la seule réponse utile pouvait être donnée au niveau des généraux. Nous démontrerons que le général Nikolai avait raison et qu'il est tout à fait logique que ni le général Nikolai ni le général Smith n'aient eu à traiter avec le général Miletic. Le général Miletic était colonel jusqu'à fin juin 1995. Il n'avait aucun pouvoir ou autorité de négocier avec les généraux des Nations Unies et de prendre les décisions relatives au passage des convois. Nous allons vous montrer les documents, les ordres de l'armée de la Republika Srpska, indiquant la politique générale de l'armée envers les convois.
Aucun de ces ordres n'est un ordre du général Miletic. Tous ces ordres datent de la période où le général Milovanovic, le chef de l'état-major de l'armée de la République Srpska, était bien présent au quartier général de l'armée. Et lorsque ces ordres n'étaient pas signés par le général Mladic, ils étaient signés justement par le général Milovanovic. Mais il y a bien plus encore. Nous allons vous montrer que le général Miletic ne décidait pas quels étaient les convois et les marchandises qui pouvaient passer. Il signait seulement les documents qui étaient envoyés aux unités subordonnées, leur indiquant le passage des convois autorisés par les autorités compétentes. Le seul lien du général Miletic avec l'aide humanitaire était justement ce document, une information envoyée aux unités subordonnées que leur indiquait la décision prise par les autorités compétentes sur la base des ordres et des règles établies auparavant. Nous démontrerons aussi que sans ce document, les unités subordonnées n'auraient pas pu laisser passer les convois et que ces documents ne peuvent en aucun cas être qualifiés de contribution à la mise en place de la politique concernant le passage des convois. Enfin, nous parlerons de la situation de la zone du corps de Drina, les activités militaires qui avaient lieu au printemps et en été 95, y compris en juillet 95, et du rôle des officiers de l'état-major principal de l'armée de la République Srpska dans les opérations militaires menées dans la zone du corps de Drina dans cette période. Nous avons déjà parlé de la présence du général Milovanovic dans cette zone au printemps 95. Nous espérons vous démontrer qu'en mai 95, il participait aux réunions avec le commandement du corps de Drina et approuvait les décisions et les plans de ce commandement, et qu'après le départ du général Milovanovic à Krajina, aucune décision ou plan du corps de Drina n'ont été approuvés dans l'état-major du quartier général de l'armée de la République Srpska. Nous espérons vous démontrer aussi que la séparation des enclaves était une tâche permanente du corps de Drina, une tâche qui lui avait été confiée bien avant la rédaction de la directive numéro 7 et qui en soi était légitime. Et bien entendu, nous espérons démontrer que les allégations du procureur concernant le rôle du général Miletic dans les opérations militaires menées dans la zone du corps de Drina sont inexactes. Le paragraphe 52 de l'acte d'accusation évoque le bombardement des enclaves et notamment le bombardement du 25 mai 1995. Le procureur allègue que la brigade de Bratunac a bombardé Srebrenica sur les ordres de l'état-major principal et le corps de Drina. Bien que nous ayons entendu parler de ce bombardement du 25 mai 1995, nous n'avons jamais vu l'ordre de l'état-major principal à cet effet. Et nous espérons démontrer que ce 25 mai 1995, le général Miletic n'a certainement pas donné ou transmis un tel ordre et qu'il n'était nullement impliqué dans ce qui s'est passé à Srebrenica. Son supérieur direct, le général Milovanovic, était à l'époque, ce jour même, présent dans le quartier général de l'armée de la République Srpska à Crna Rijeka. Conformément au paragraphe 53 de l'acte d'accusation, l'attaque au poste d'observation ECHO de la Fort Pronu était le prélude à l'attaque de l'enclave Srebrenica. Nous allons démontrer que ce que le procureur qualifie d'attaque au poste ECHO n'était pas lié à l'opération Krivaya, mais qu'il s'agissait d'une opération mineure provoquée par la situation sur le terrain et probablement exigée par les autorités civiles locales. Le témoin Milenko Yevgevic apportera son témoignage sur ce point. Nous allons parler aussi des événements à Srebrenica et à Jepa en juillet 1995 et du rôle du général Miletic, ou plutôt de l'absence du général Miletic lors de ces événements. Lorsqu'on parle des événements à Srebrenica et Jepa en juillet 1995,
Il faut souligner la position très particulière qui occupe le général Miletich dans ce procès. Il est le seul accusé qui ne s'est rendu ni à Srebrenica ni à Jepa, que ce soit avant, pendant ou après les activités militaires dans ces régions. Certes, les actes criminels peuvent être commis sans la présence physique de l'auteur sur les lieux du crime. Cependant, nous attirons votre attention sur la distance qui sépare le général Miletich des lieux où les actes criminels auraient été commis, car dans le cas du général Miletich, cette distance est très importante. En raison de cette distance, le général Miletich n'avait pas de connaissance directe de ce qui se passait réellement sur le terrain. Il dépendait des rapports que l'état-major principal recevait. Ainsi, si ces rapports étaient erronés, la perception de la situation que le général Miletich avait de la situation était faussée elle aussi. Nous allons démontrer que c'est justement ce qui s'est passé en juillet 1995. Au terme du paragraphe 75 de l'acte d'accusation, le général Miletich est accusé d'avoir surveillé l'état des forces musulmanes pendant et après les attaques à Srebrenica et Jepa. La reddition des forces musulmanes après la chute de Srebrenica et Jepa. Les activités des unités de l'armée de la Republika Srpska dans les secteurs de Srebrenica et Jepa. Et d'avoir contrôlé le déplacement de la population musulmane hors des enclaves. Nous espérons prouver qu'aucun officier ne peut surveiller et contrôler les activités à distance. La surveillance et le contrôle sont les tâches qui ne peuvent être exécutées que sur les lieux où les activités se déroulent. Tout au long de ce procès, le procureur a essayé de vous convaincre que le général Miletich était l'homme clé, le conseiller du général Mladic. C'est lui qui coordonnait toutes les actions. Cette fonction de coordinateur aurait été la sienne pendant pratiquement toute l'année 1995 et également en juillet 1995. Nous avons déjà indiqué que nous présenterons les preuves confirmant que le général Milovanovic était présent au quartier général de l'armée de la Republika Srpska à Crna Rijeka dans le premier semestre de l'année 1995. Nous nous concentrerons maintenant sur le mois de juillet 1995. Vous avez entendu que le général Milovanovic n'était pas présent au quartier général de l'armée de la Republika Srpska à Crna Rijeka en juillet 1995 et nous ne le contestons pas. Cependant, vous avez entendu aussi que le général Milovanovic était bien présent lors du déjeuner en honneur du général Jivanovic le 20 juillet 1995. Le général Milovanovic ne nie pas qu'il était en effet tout au long de l'année 1995 le chef de l'état-major de l'armée de la Republika Srpska. Et nous vous démontrerons qu'il était en permanence à la disposition du général Mladic. Il pouvait être contacté à tout moment, se déplacer selon les besoins et surtout, il pouvait être consulté. Si le général Miletich devait le remplacer au sein de l'état-major du quartier général de l'armée, il n'y avait aucune raison pour qu'il le remplace auprès du général Mladic et nous démontrerons qu'il ne l'a jamais remplacé dans les fonctions qui dépassent le secteur de l'état-major du quartier général de l'armée de la Republika Srpska. Mais nous allons faire un pas plus loin. Le procureur allègue que le général Miletich devait être au siège du quartier général car sa fonction était justement de centraliser et coordonner tout, de faire le lien entre le général Mladic, ses assistants et les unités subordonnées. Nous démontrerons que ce n'était pas la fonction du général Miletich et qu'il n'était jamais investi d'une telle autorité. Nous savons déjà que le général Mladic était sur le terrain à Srebrenica et à Jepa en juillet 1995. Nous allons vous montrer que le général Miletich, en tant que l'officier en charge des affaires opérationnelles, aurait dû accompagner
le général Mladic s'il avait été, d'une façon ou d'une autre, impliqué dans ces opérations. En juillet 1995, à Srebrenica et Jepa, le général Mladic n'avait pas besoin d'un intermédiaire. Il n'avait pas besoin d'intermédiaire car il y était. Il était présent à côté du général Krstić et pouvait donner les ordres directement. S'agissant du lien avec le président Karadzic et des rapports qui lui ont été envoyés et qui sont incriminés dans le paragraphe 75 B et C de l'acte d'accusation, nous démontrerons que ces rapports ne peuvent en soi constituer un acte criminel. La rédaction de ces rapports était le travail quotidien et habituel de l'organe en charge des affaires opérationnelles. Certes, ces rapports quotidiens décrivaient la situation sur le terrain, mais ces descriptions n'étaient pas le résultat de l'observation de la situation par le général Miletic, mais des rapports que l'état-major principal recevait. Les preuves montreront aussi que ces rapports n'étaient ni des contacts ou des liens principaux du président Karadzic avec l'armée de la Republika Srpska, ni la source principale des informations qu'il recevait concernant la situation sur le terrain. Les rapports qui étaient envoyés au président Karadzic en juillet 1995 portent le nom du général Miletic. Ils portent son nom, mais pas sa signature, et le procureur n'a jamais prouvé qu'il les a effectivement signés dans la période qui nous intéresse. Quelle est l'importance de cette signature? Elle est importante parce qu'au mois de juillet 1995, pendant l'action militaire autour de Srebrenica, le général Miletic n'a pas pu signer ses rapports car il n'était pas au quartier général de l'armée de la Republika Srpska à Crna Rijeka. Il était à Belgrade où sa fille fêtait le 10 juillet 1995 son 18e anniversaire. Vous entendrez les témoignages de sa fille et des personnes présentes à la fête d'anniversaire, confirmant que le général Miletic a pris connaissance de l'entrée de l'armée de la Republika Srpska à Srebrenica lorsqu'il était à Belgrade. Nous démontrerons qu'avant de partir à Belgrade, le général Miletic ne savait pas que l'armée de la Republika Srpska allait entrer à Srebrenica. Il ne pouvait pas le savoir car l'ordre d'entrée dans l'enclave a été donné le 9 juillet 1995 et nous démontrerons que ce 9 juillet 1995, le général Miletic était à Belgrade au sein de sa famille. En juillet 1995, quelle qu'était sa connaissance des activités militaires du corps de Drina? S'il en avait une, il n'était pas concerné. Il est parti à Belgrade. Il a eu l'autorisation de partir à Belgrade. Et il a pu partir justement parce que sa présence à l'état-major principal de l'armée de la Republika Srpska n'était pas nécessaire. Certes, le général Miletic revient le 12 juillet 1995 au quartier général de l'armée de la Republika Srpska. Il y est. Mais quels sont ses actes, son comportement, ses intentions? Quelle connaissance avait-il des événements qui se déroulaient à Potocari? Nous démontrerons que le général Miletic ne participait en aucune façon à ce qui s'est passé à Srebrenica et Jepa en été 1995 et ne pouvait en aucune manière avoir une influence sur ces événements. Nous démontrerons aussi que lorsque le général Miletic est revenu au quartier général de l'armée de la Republika Srpska à Crna Rijeka, il n'a pas reçu d'informations fiables sur la situation sur le terrain. Sa connaissance de la situation était tout à fait approximative. Tout au plus, il pouvait savoir que la population civile musulmane était évacuée de Potocari vers le territoire sous le contrôle de la Bosnie-Herzégovine, mais chaque officier de l'armée de la Republika Srpska, ou du moins chaque officier du corps de Drina et de l'état-major principal le savait à ce moment. Cette connaissance en soi ne signifie rien. En juillet 1995, le général Miletic n'était pas à Srebrenica. Il n'était pas à Bratunac ni à Potocari.
Il n'a pas participé aux réunions de l'hôtel Fontana et ne savait pas quelle était la position du Dajbat. Il ne savait pas ce que les représentants de la communauté musulmane souhaitaient ou ne souhaitaient pas. Nous allons démontrer que le général Miletic ne savait pas et ne pouvait pas savoir quelles étaient les conditions à Potocari, ni sous quelles conditions l'évacuation se déroulait. Et nous soulignons que, s'agissant du général Miletic, ce qui compte, ce n'est pas ce qui s'est passé réellement sur le terrain, mais la perception que le général Miletic, qui n'y s'y trouvait pas et qui n'y s'y est rendu à aucun moment, pouvait en avoir. Lorsque les activités militaires se déroulaient à Jepa, le général Miletic était toujours à Tsarnaïevka. Il n'était pas à Jepa. Il ne participait ni aux réunions avec les représentants de la population musulmane, ni aux réunions avec les membres de la Force-Pronu. Nous ne nions pas que le général Miletic ait pu avoir connaissance de ces réunions. Il a pu savoir aussi qu'une évacuation de Jepa était en train d'être négociée, mais nous démontrerons que c'est justement parce qu'il savait que l'évacuation était en train d'être négociée et parce qu'il savait que les représentants de la Force-Pronu et des organisations internationales étaient impliqués qu'il ne pouvait raisonnablement penser que cette évacuation pourrait comporter les éléments d'un acte criminel. Vous savez déjà que le général Mladic était à Jepa, tout comme le général Tolimir, et que les négociations se tenaient également à Jepa. Nous allons démontrer que toutes les décisions étaient prises à Jepa et que le général Miletic et les autres officiers à Tsarnaïevka n'étaient impliqués ni dans l'action militaire ni dans l'évacuation à Jepa. Le général Obradovic, subordonné direct du général Miletic, revenu de congé de maladie le 17 juillet 1995 et qui était à partir du 17 juillet 1995, ensemble avec le général Miletic à l'état-major principal de l'armée de la Republika Srpska à Tsarnaïevka, dira ce que les officiers de l'état-major à Tsarnaïevka, y compris le général Miletic, savaient par rapport à Jepa. Nous allons démontrer qu'en juillet 1995, les seules informations que le général Miletic avait sur la situation à Srebrenica et Jepa étaient celles qui lui étaient transmises dans les rapports qu'il recevait. I'm sorry, but this is going so fast. I think the interpreters are beginning to miss things. Was assuming that they have a copy. À supposer qu'il dispose d'un exemplaire, parce que sinon, moi je suis sûr qu'il n'aurait pas pu rattraper. Il dispose d'un exemplaire. Yes, still there is a request that you slow down somewhat, Ms. Favreau. On vous demande de ralentir un petit peu, s'il vous plaît. Si le procureur souhaite, je peux répéter cette dernière partie. Maître Fauveau, est-ce que vous pouvez simplement relire votre dernière phrase, s'il vous plaît? Merci. Can we proceed, or do you wish Ms. Favreau to go back? Vous souhaitez revenir en arrière ou est-ce que nous pouvons continuer? Assez importante dans cette partie, donc je pense qu'il vaut mieux que je répète au moins le début. Okay, let's proceed, and just slow down a little bit. Ralentir un petit peu, s'il vous plaît. That they had a copy of it. Et juste à la page 85, On page. il s'agit du général Mladic. Okay. Nous allons démontrer qu'en juillet 1995, les seules informations que le général Miletic avait sur la situation à Srebrenica et Jepa étaient celles qui lui étaient transmises par les rapports qu'il recevait. La réception des rapports ne démontre en rien en soi l'intention criminelle. Il s'agissait de son travail quotidien. De plus, nous avons intention de prouver
que les rapports qu'il recevait en juillet 1995 étaient insuffisants et parfois même inexacts ou au moins imprécis. Certes, l'armée de la Republika Srpska était organisée et structurée, et les rapports étaient envoyés par les unités subordonnées. Cependant, nous apporterons des preuves attestant que la situation matérielle était difficile, que l'équipement de la Republika Srpska n'était pas le meilleur du monde, qu'il y avait des carences techniques et autres, et que les rapports présentaient des inexactitudes. Le général Miletic disposait des informations qui lui étaient envoyées. Il n'avait aucune connaissance directe de ces événements. Il ne les a nullement influencés et il ne pouvait pas les influencer. Nous ne nions pas que le travail du général Miletic était de suivre la situation sur les fronts en Republika Srpska. Mais nous insistons sur le terme « suivre ». Car suivre ne signifie pas surveiller ou contrôler. Les termes surveiller et contrôler, à la différence du terme suivre, impliquent un rôle actif. Nous démontrons les différences entre ces termes et nous prouverons que le général Miletic n'a pas eu un rôle actif. Le rôle du général Miletic n'était pas d'influencer la situation sur le front, mais de transmettre au général Mladic le plus fidèlement possible les informations reçues. Nous allons démontrer aussi que la préoccupation majeure du général Miletic en juillet 1995 n'était pas le front de la Bosnie orientale. Le général Mladic s'y trouvait, et le général Miletic n'y lui était d'aucune utilité, car sur ce point, le général Mladic connaissait la situation bien mieux que le général Miletic. Comme le général Mladic détenait plus d'informations que le général Miletic sur les fronts de Bosnie orientale, il n'avait pas besoin que le général Miletic l'informe de quoi que ce soit concernant la situation en Bosnie orientale. En revanche, il avait besoin que le général Miletic l'informe de la situation sur les autres fronts, les fronts dans les zones du 1er et 2e corps de Krajina, le corps de Sarajevo, le corps de Bosnie orientale et le corps d'Herzégovine. C'est à ce travail que le général Miletic s'est principalement consacré en juillet 1995. Nous vous montrerons aussi que ce qui est important, ce n'est pas le quartier général d'une armée en soi, mais le commandement qui s'y trouve. Lorsque le commandement et ses plus proches collaborateurs ne sont pas au quartier général, les décisions ne se prenaient pas à Tsarnaïevka, mais là où le commandant et le commandement se trouvaient. Le fait que le général Miletic demeurait à Tsarnaïevka lorsque tout le commandement se trouvait ailleurs ne montre pas son importance. Tout au contraire, ce fait affirme que le général Mladic n'avait pas besoin du général Miletic pour prendre ses décisions. Cela dit, nous ne voulons pas minimiser le rôle et la fonction du général Miletic au sein de l'armée de la Republika Srpska. Nous voulons lui rendre sa juste place. Son rôle était important pour le fonctionnement de l'armée, mais l'armée de la Republika Srpska n'était pas en elle-même une entreprise criminelle, et la contribution à son fonctionnement non plus n'était pas criminelle. Ce qui importe, et ce que le procureur doit prouver au-delà de tout doute raisonnable, ce sont l'intention criminelle et les agissements qui auraient contribué à la commission des crimes
Nous vous démontrerons que ces preuves n'existent pas car le général Miletic n'a en aucune manière participé ou contribué aux événements tragiques de Srebrenica et Jepa en juillet 1995. Je vous remercie. Thank you, Madame Favot. Merci, maître. Madame Favot, sorry. Le juge Prost. Maître Favot. Je crois qu'il y a eu quelques erreurs de transcript. Je vous écoutais en français d'ailleurs, mais je crois qu'il les mérite d'examiner 2 points à la page 76, ligne 18. Je crois que vous nous avez dit, je suis quasiment sûr que ce que vous nous avez dit était que... Attendez que je le retrouve. Que vous avez entendu les généraux Smith et Nicolai. Et en l'occurrence, il y a une faute de frappe. On voit le général Smith et le général lie, c'est-à-dire le général mentir, ce qui n'est pas tout à fait ça, c'est visiblement une faute. Et à la page 77 et 23, il est indiqué au compte-rendu d'audience, ces ordres n'ont pas été signés par le général Mladic. Je suis quasiment sûr qu'il faudrait y lire que ce n'a pas été signé par le général Miletic. Par le général Miletic, et s'ils étaient signés par le général Mladic, ils étaient signés par le général Milovanovic. They were not signed by General Mladic. If they were not signed by General Mladic, they... S'ils n'étaient pas signés par Mladic, ils étaient signés par Milovanovic, oui. Le juge, très bien, merci. Thank you. Thank you. Le président, merci. Je crois qu'il y a peut-être des noms qui manquent encore au compte-rendu. Je suis sûr qu'ils seront rattrapés. Avez-vous, madame, un témoin à nous soumettre dès ce moment même? Bon, le témoin. Okay, so let's bring the... Dans ce cas-là, reprenons avec un témoin. Et puis on va commencer. Good evening. Bonsoir. Bienvenue dans ce prétoire. Vous avez été cité à comparaître par la défense du général Miletic. Avant de témoigner, je dois vous demander de prêter le serment solennel qui montre que vous direz la vérité. Je crois que le texte vous a été donné. Voulez-vous bien, s'il vous plaît, prononcer le serment? Le témoin, bonsoir. Je jure que je dirai la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Le président, merci. Installez-vous. Maître Favot vous posera quelques questions. Je dois, ou plus exactement, ce sera Monsieur Petrušić, je dois vous dire qu'il est fort peu probable que nous en ayons fini avec votre témoignage ce soir ou demain. Nous n'avons qu'un quart d'heure pour ce soir. Je pense qu'il est improbable que nous finissions demain. Vous resterez ici ce week-end et nous vous écouterons lundi sans aucun doute, Monsieur Petrušić. Maître Petrušić, vous avez la parole. Maître Petrušić, bonsoir et merci. Monsieur Obradović, bonsoir. Réponse, bonsoir. Question. Permettez-moi de vous demander, avant toute chose, de donner votre nom
avant toute chose. Réponse, je suis Lyubomir Obradovic, né le 13 janvier 1950 à Visegrad, en Republika Srpska, Bosnie-Herzégovine. Question, pouvez-vous nous donner votre parcours en termes d'enseignement civil et militaire? Réponse, j'étais à l'école élémentaire à Visegrad et puis en plus de 68 à 1972, j'étais à l'école militaire de l'armée de terre à Belgrade. Après quoi, entre 1972 et 1977, j'ai été à l'école d'infanterie de réserve à Bileća. Entre 1977 et 1980, ou plus exactement 1988, j'ai été en poste à Belgrade. J'ai été au collège de guerre pour la division tactique et j'ai ensuite été déployé à la garnison de Derventa et j'y ai été le chef d'état-major de la 327e brigade motorisée. Après Derventa, après le début des événements et le début de la guerre, j'ai été transféré à l'état-major. Le 1er septembre 1994, je me suis présenté à l'état-major à Tcherneya Rijeka. J'ai été chef du département opération éducation à l'état-major de la VRS et j'y étais jusqu'à la fin de la guerre. Question. Et avant-guerre, quelles étaient vos fonctions? Réponse, j'étais commandant de peloton à l'école des officiers réservistes, puis commandant de compagnie à l'école militaire de l'armée de terre, puis j'ai également enseigné le tir aux soldats pour la 327e brigade, et puis j'ai été chef d'état-major et commandant adjoint de cette brigade, et puis ensuite, pendant 2 fois 6 mois, j'ai également été le commandant en exercice de la 327e brigade motorisée, puisque le colonel Visulievitch avait pris sa retraite. Voilà, maître, les fonctions que j'ai remplies avant la guerre. Question. Mon général, lorsque la guerre a éclaté, quel rang aviez-vous? Réponse, lieutenant-colonel. Question, lorsque vous êtes arrivé à l'état-major en septembre 1994, quel était votre grade? Réponse, lieutenant-colonel. Question. Qui était votre supérieur hiérarchique immédiat lorsque vous êtes arrivé à l'état-major? Eh bien, c'était, réponse, le chef des opérations et de la formation, le colonel Radivoje Miletić. Enfin, il était colonel à l'époque. Question. Avez-vous servi pendant toute la durée de la guerre là où vous étiez? Réponse, j'étais chef du département opérationnel, effectivement, mais j'ai eu toutes sortes de missions à remplir sur sur toute la ligne de front, se reprend l'interprète, à différents moments. Question, pourrions-nous avoir la pièce 5D 1039, s'il vous plaît? Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges, il y aura toute une série de documents qui ont été récollés dans un dossier que nous avons transmis au bureau du procureur qui n'a pas fait d'objection particulière. C'est
pour manier plus facilement ces documents et pour permettre aux témoins de mieux gérer ces documents que nous l'avons fait. Le président, écoutons ce que M. McCloskey a à nous dire. M. McCloskey, pas d'objection en effet. Je comprends qu'il était chef des opérations et de la formation sous Miletich, qui était aussi chef des opérations et de la formation. Donc il y a un problème. Est-ce que c'est un problème de traduction ou quoi? Je ne vois pas non plus ce qui lui est arrivé en 91, 92, 93. Il ne nous a pas dit... Monsieur ne nous a pas dit quelle était sa carrière à l'époque, sauf si je l'ai raté. Est-ce que quelqu'un pourrait nous en dire un peu plus avant de commencer à examiner des documents? Le président, monsieur Maître Petrušić. Maître Petrušić. Général Obradović. Prenons ces questions de façon chronologique. Votre carrière pendant la guerre, pouvez-vous nous dire ce qui s'est passé entre 92 et votre arrivée à l'état-major? Réponse. Lorsque la guerre a éclaté, j'étais chef d'état-major et commandant adjoint de la 327e brigade motorisée à Derventa. Et j'y suis resté jusqu'à ce qu'un nouveau commandant y soit nommé, juste avant que j'arrive à l'état-major. Voulez-vous savoir ce qui s'est passé en termes de déploiement des unités? Question, non, je crois que ça suffira. Et 1994, le 1er septembre 1994, vous nous dites que vous êtes arrivé ce jour-là. Mais laissez-moi poser mes questions avant de répondre, s'il vous plaît. Quelle fonction remplissiez-vous lorsque vous êtes arrivé au 1er septembre 1994? Réponse, j'étais chef du département opération, ce qui relevait de opération et formation, dont le colonel Miletich avait la responsabilité. Moi, j'étais dans opération. Question, je ne sais pas si le procureur a bien compris et si cette précision lui suffit. Je voudrais demander peut-être à l'huissier. Le président, un instant, je vois que Madame Maître Fauveau est debout. Parce que le département et l'administration sont traduits par le même mot department. Je pense qu'il doit qu'en effet le témoin était chief of the operations department, while General Miletich was chief of the administration for operations and training. Je ne crois pas qu'il y a un problème avec ça. All right. Le président, merci de cette clarification. Le président, Maître Petrušić, il nous reste seulement 5 minutes avant de finir ce soir. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose d'utile en 5 minutes ou est-ce que l'on suspend tout de suite? Réponse, j'allais passer à un document qui effectivement peut avoir besoin d'un peu plus de temps. Le président, mais c'est exactement la question que j'allais vous poser. Dans ce cas-là, suspendons, nous reprendrons demain. Monsieur Obradović, nous reprendrons demain matin 9 h. En attendant, je vous rappelle que vous n'avez pas le droit de débattre de ces sujets avec qui que ce soit ou de permettre à qui que ce soit d'évoquer ces sujets avec vous. Le témoin, j'ai bien compris, merci.